Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau un autre candidat. Il s'agit d'Ibrahim Aboubakar, député sortant. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors vous êtes là pour nous parler de votre candidature, bien évidemment. Vous êtes candidat dans la Circo 2 pour les législatives sous la bannière du PS. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors du côté du port, les choses continuent, le blocage continue, même il y a quelques avancées avec des annonces fortes faites par le conseil départemental. Vous en direz davantage tout à l'heure, mais voici d'abord les titres de ce jeudi 8 juin. Cela fait maintenant 3 jours que le port de Longoni est bloqué. Aujourd'hui, le secrétaire départemental de la CGT et le collectif à l'origine de ce mouvement ont réclamé une audience d'urgence avec le président du conseil départemental et le préfet. Objectif, trouver une issue à un conflit source de nombreux désagréments. Explication. Le gouvernement a récemment annoncé la mise en place de 6 grandes réformes étalées sur 18 mois. Néanmoins, à Mayotte, un problème se pose puisque la transposition du Code du travail de droit commun n'est toujours pas effective. Nous sommes donc allés interroger les organisations locales afin de connaître leur avis sur cet épineux sujet. Reportage. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de l'océan autour d'un thème, nos océans, notre avenir. À cette occasion, nous avons choisi de faire un focus sur un projet national de gestion durable de ces espaces, l'aire marine éducative. Plus d'informations à la fin de votre journal. Et 3e jour de blocage du côté du port de Longoni. Le collectif poursuit son mouvement et attend désormais de pouvoir discuter avec les autorités. À ce titre, justement, le secrétaire départemental de la CGT-MA, Salim Naouda, a décidé de saisir le préfet, le président du conseil départemental, pour demander une audience en urgence. Et malgré le statu quo qui s'installe, les soutiens à l'adresse du collectif continuent d'affluer, notamment à l'instar des dockers de Dunkerque ou encore du syndicat CNPTA-CFDT. Un sujet signé Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimley. La situation n'évolue pas au port de Longoni. Le collectif à l'origine de la fronde visant à mettre fin à la délégation de services publics poursuit son action de blocage. Qu'ils soient commerçants, salariés, MCG ou dockers de la Smart, tous attendent désormais que les choses s'arrangent une bonne fois pour toutes. Que depuis 2013, c'est-à-dire septembre, si je compte très bien, MCG, il y avait 4 grèves. Peut-être Smart, il y en avait environ 3 grèves, juste pour les mêmes revendications. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde se trouve en collectif. Parce que tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Donc on s'est retrouvé en collectif des commerçants. C'est que nous n'avons jamais entendu qu'un jour les commerçants peuvent manifester, ni les transferts. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde en a ras le bol. Donc il est temps que les autorités prennent les responsabilités pour que Mayotte vive en paix. La colère est aujourd'hui à son comble et ne vise pas uniquement la directrice de MCG, Idanel. En effet, les membres du collectif dénoncent l'attitude des décideurs jugés en inadéquation avec les intérêts de la population mahoraise. Ripare maure atu itende bo remembera ngumitana domo la filtisera rangu hamro notikapi masatovi na maframpe na tinini nale leo banu mshamreketi mambaro wanyu wa maore wanyu umaronyi kawatsimu msurenga maitrajeno ya tamoni babo mrenge ule baba hembushi ule baba he ngazja ule baba he mwali ule baba he Sud-Africain, wasirilemewa na renge manashimaure adarvote mzungu ya ma lujamba mzungu darkilembeli. Face à ce blocage qui semble parti pour durer, le secrétaire départemental de la CGT-MA a saisi le préfet et le président du conseil départemental. Néanmoins, pour l'heure, aucune discussion n'est prévue, aux grandes dames des grévistes.
À part juste la négociation qui était faite avec la préfecture, avec les CRS, qui étaient venus nous garder. Mais juste là, on constate qu'à ce moment-là, pour privilégier le dialogue social et apaiser la tension, donc on constate que monsieur le préfet est en train de vouloir venimer les choses en envoyant les CRS devant nous, au lieu de rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse avoir une sortie de crise. Il n'y a rien qui avance, ni au niveau de la préfecture, ni au niveau de CDM. La réaction se fait attendre, d'autant que la menace de pénurie se précise au fil des jours. Le tout à moins de 3 semaines de la fin du mois sacré de Ramadan. Alors Pierre, on voit une situation qui continue, on a vu, et puis avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, cet après-midi, une réunion a eu lieu et une annonce a été faite, une annonce forte par le conseil départemental. Ah oui, alors effectivement, donc le sujet était plus trop d'actualité puisqu'à 14h, ils ne le savaient même pas, ils ont été convoqués d'urgence. Finalement, c'est ce qu'ils demandaient, d'être convoqués d'urgence. Ils ont été convoqués par le président du conseil départemental, mais il y avait également le préfet, il y avait le SGAR, il y avait la première vice-présidente Fatima Soufou, qui est notamment en charge des infrastructures portuaires. Donc le collectif a été reçu à 14h, une réunion très importante, très attendue, qui a duré 3 heures. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges vifs, des échanges assez tendus et une promesse qui n'est pas nouvelle mais qui a cette fois été réaffirmée avec beaucoup d'aplomb. Le président du conseil départemental a affirmé, a assuré que la DSP allait être dissoute. Donc la société MCG ne bénéficierait plus dans les prochains mois de la délégation de service public. Et donc tout cela en faveur d'un grand port maritime, comme beaucoup réclament. On a quelqu'un ce soir sur le plateau qui le réclame, beaucoup d'autres le réclament. L'État d'ailleurs s'est également prononcé en faveur de ce grand port maritime, donc pour la dissolution de la DSP. Néanmoins, les échanges ont un peu tourné au vinaigre à un moment donné, puisque c'est pas la première fois que le président du conseil départemental et que les élus de la majorité annoncent qu'ils vont dissoudre la DSP. Et il y a une démarche qui est entamée depuis déjà longtemps, mais ça ne suffit pas pour le collectif. Ils veulent des actes concrets. Ils réclament notamment une séance plénière d'urgence où les élus seraient amenés à se prononcer, tous les élus du département seraient amenés à se prononcer en faveur de cette dissolution. Ils veulent du concret, ils veulent des écrits. Sauf que effectivement, c'est ce que dit le département, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a des procédures, et puis Danel ne va pas s'en laisser compter. Elle a investi beaucoup d'argent, donc il va y avoir une véritable bataille judiciaire qui risque de suivre. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui, mais du côté du collectif, ils ont expliqué que ils continueraient à faire grève tant qu'il n'y aurait pas d'écrit, tant qu'il n'y aurait pas véritablement de concret. Donc du coup, le port reste bloqué? Donc du coup, le port reste bloqué, effectivement. Il reste bloqué tant qu'il n'y aura pas d'écrit, tant qu'il n'y aura pas quelque chose. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait faire foi à leurs yeux. En tout cas, ils ne croient plus aux promesses. Ils refusent de débloquer sur la seule parole, j'allais dire, des élus et du président du conseil départemental. Donc on est dans une situation d'enlisement, mais c'est quand même une annonce très très forte. La dissolution de la DSP, c'est quand même une information assez invraisemblable. On s'y attendait. On avait entendu plusieurs fois, notamment Fatima Soufou, le président du conseil départemental. Les avocats travaillaient sur cette question et sur cette éventualité. Aujourd'hui, ils l'affirment avec encore plus de force. Ils expliquent que voilà, les procédures ont déjà débuté, qu'il y en a beaucoup qui vont devoir être mises en place et que ça va durer sur le temps. On ne sait pas combien de temps. C'est aussi le problème. Ça peut durer des mois, des années. On sait que ça va coûter aussi très cher puisqu'il va falloir rembourser l'argent qui a été investi. Donc voilà, toutes ces questions-là qui gravitent autour, forcément, elles freinent l'avancée de cette dissolution, elles freinent l'échéance. On ne sait absolument pas quand est-ce que ça pourra se faire. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on ne va pas se heurter aux lois, puisqu'il y a quand même des lois. Il y a eu une DSP qui a été comment dire? Oui, attribué avec effectivement une procédure. Donc tout ça, voilà, c'est les questions qui gravitent autour. Et puis, d'un côté, on a un collectif qui est déterminé et qui explique que rien ne sortira, rien n'entrera au port de Longoni tant qu'ils ne seront pas satisfaits des réponses apportées. Une situation à suivre de très près, bien effectivement, sûr. Autre point, Amina, avant de vous quitter, Colas, la grève dure depuis 5 semaines, une grève qui est
très très dur, qui ce matin encore s'est corsé, puisqu'il y a eu, on a encore failli en venir aux mains entre les salariés entre eux, puisque les salariés grévistes sont allés du côté de TPC et ça a un peu chauffé. Notamment, ils se plaignent des salaires. Les salaires sont tombés et forcément, ils sont amputés des jours de grève. Donc ça a provoqué une vive colère. Et il y a eu un communiqué de la part de la direction qui explique que voilà, ils n'ont pas souhaité se rendre à la dernière réunion convoquée par le préfet, car ils avaient peur pour leur sécurité. Ils expliquent qu'ils sont prêts à entamer de nouvelles négociations, à reprendre le dialogue, à une seule condition, que les sites soient débloqués. Donc là encore, c'est très compliqué sur ce conflit et il risque d'y avoir encore des tensions dans les prochains jours. Merci beaucoup Pierre en tout cas pour toutes ces précisions. Et toujours du côté du port, si le collectif a obtenu de nombreux soutiens ces derniers jours, d'autres montent au créneau face à cette nouvelle action de blocage. C'est notamment le cas du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Ali Ouseni s'insurge face aux préjudices subis par des centaines d'entrepreneurs et ce depuis maintenant plusieurs années. Je vous propose d'écouter ses propos au micro de Soni Chamsidine. Nous, les entreprises de Mayotte, les acteurs économiques, quel que soit le bord, on commence à en avoir marre de cette situation. On voudrait que le port soit débloqué sans délai, que l'État, le préfet notamment, prenne ses responsabilités. Il y a entrave à la libre circulation. On commence à parler de pénurie dans les magasins. On commence à parler de mise en chômage technique de salariés, des milliers et des centaines de salariés. Cette situation a vraiment trop duré, des grèves à répétition. Les entreprises qui travaillent, notamment les transitaires qui travaillent au niveau du port, depuis 2011, ils ont cumulé plus de 200 jours de grève. 200 jours de grève, c'est presque une année sans travailler. C'est inadmissible dans un territoire comme le nôtre où le tissu économique est fragile. On continue à enfoncer les entreprises. On veut des solutions pérennes et durables. Parlons de la réforme sociale à présent. Le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. Le Premier ministre a en effet dévoilé sa feuille de route pour le début du quinquennat. Une feuille de route qui prévoit 6 grandes réformes en 18 mois, parmi lesquelles le Code du travail, l'assurance chômage ou encore le système de retraite. Quelles en seront alors les conséquences pour Mayotte, département dans lequel l'alignement sur l'actuel Code du travail est prévu pour le 1er janvier 2018. Les réactions des partenaires sociaux ne se sont pas faites attendre. Les explications avec Soni Chamsidine. 6 grandes réformes en 18 mois. Voilà le défi que s'est lancé le gouvernement pour rénover le modèle social français. Premier chantier du quinquennat, le Code du travail, dès cet été. À Mayotte, patronat et syndicats attendent avant tout un alignement prévu pour le 1er janvier 2018. Notre souhait est de voir l'application intégrale du Code du travail national dès janvier 2018 à Mayotte, afin de pouvoir rattraper notre retard depuis tout ce temps qu'on a été discriminé sur le Code du travail qui était particulier à Mayotte. Quand on compare ce qui se passe au niveau national par rapport à ce qui se passe ici à Mayotte, nous avons effectivement donc une absence d'articulation entre ces deux chantiers qui vont être ouverts et le chantier qui est déjà ouvert à Mayotte depuis 2015. Un alignement au Code du travail national où certaines dispositions pourraient être reportées jusqu'en 2022. Une grande inquiétude pour les organisations locales, mais la relance économique du territoire reste la priorité. On a une très grande crainte par rapport au calendrier parce qu'on a un tissu économique assez fragile. Il faudrait qu'on nous accompagne sur la mise en place du Code du travail, notamment sur des exonérations de charges sociales et fiscales, et cela quelle que soit l'entreprise et quelle que soit sa taille. À la CFE-CGC, nous militons pour qu'il y ait une compétitivité des entreprises, pour la compétitivité bien évidemment aussi des salariés et pour relancer l'investissement sur ce territoire. Sans ces 3 éléments-là, eh bien, les souffrances qui existent sur le territoire vont continuer et ce n'est pas ce Code du travail qui va lever ces freins-là, qui vont permettre à la population mahoraise de souffler seulement.
Autres mesures annoncées par le gouvernement, la relance du pouvoir d'achat, la formation professionnelle, l'apprentissage ou bien encore la grande réforme des retraites. Un wagon où le département de Mayotte pourrait être une fois de plus le grand oublié. Je me tourne à présent vers notre invité politique, Ibrahim Aboubakar, député sortant, et qui est candidat à sa réélection justement dans la Circo 2. Donc député, vous venez de voir ce reportage, vous venez de voir les autres reportages qui ont eu lieu sur la situation actuelle à Mayotte. Votre position? La situation au port de Longoni et ce que je viens d'entendre de votre collègue. Je n'ai pas entendu le président du Conseil général moi-même, ni vu s'il y a des écrits. Mais effectivement, ce sera la énième fois qu'il aura annoncé une volonté de dissolution de la DSP. Mais si cette fois-ci c'est la vraie, c'est la bonne, c'est la décision définitive, je dirais tout simplement quel gâchis et quel scandale. 3 ans pour en arriver là. Dans tous les cas, il faut que le conseil départemental prenne ses responsabilités parce que c'est un port départemental. Et qu'on ne mélange pas deux choses. La question du lien contractuel entre le délégant et le délégataire, qui est de la responsabilité du délégant, le délégant actuel étant le conseil départemental, et la question de la législation qui organise la vie du port, c'est-à-dire l'alignement du statut du port sur le statut de droit commun des autres départements d'outre-mer. Il y a ces deux questions. Moi, je me suis depuis longtemps prononcé pour l'alignement du statut du port de Mayotte sur le statut des départements d'outre-mer, tout simplement dans le cadre de l'achèvement de la départementalisation de Mayotte et de l'achèvement du droit commun. Le conseil départemental a plusieurs compétences qui ne sont pas encore achevées de transfert dans un sens ou dans l'autre. Il y a cette question portuaire qui doit aller vers l'État et en sens inverse, il y a les questions des collèges, des lycées et des routes. Et donc c'est tout simplement l'achèvement de la départementalisation, cette question d'alignement du statut de port sur le droit commun. Et il y a effectivement la deuxième question qui se posera, quel que soit le nom du délégant, qu'il soit État ou qu'il soit conseil départemental, qui est la question du contrat actuel, qui est un très mauvais contrat. Et tout ce que je peux souhaiter ce soir, à la fois pour Mayotte, pour l'économie mahoraise et pour les salariés et tous ces acteurs portuaires, c'est que j'ose espérer que le Conseil général aura pris les précautions administratives nécessaires pour que dans la procédure et la bataille qui va s'engager, le tout ne se retourne pas au tort exclusif du conseil départemental. Et ce qu'il faut aujourd'hui, pour calmer effectivement les grévistes qui sont là, c'est que le président du conseil départemental accompagne ces déclarations d'actes, c'est-à-dire qu'il convoque l'Assemblée délibérante avec l'ordre du jour qu'il annonce, en respectant les procédures et en enclenchant, voilà, la procédure qui sera une procédure longue et qui sans doute se terminera devant les tribunaux administratifs. Alors revenons-en maintenant à la campagne, à cette élection législative dont le premier tour est prévu ce dimanche. Vous êtes candidat à votre réélection aujourd'hui. Comment vous vous présentez auprès des Mahorais en tant que député déjà, qui a déjà eu l'occasion de faire ses gammes et de montrer aux Mahorais ce qu'il leur proposait? Je me présente devant les Mahorais fort de mon expérience, fort du bilan qui a été celui qui est derrière moi, avec ses avancées et ses points négatifs, avec la volonté d'aller encore plus loin sur les revendications actuelles. Ce sont les mêmes. Et j'en viens là aux autres sujets que j'ai entendus. La grève à la Colas ou ailleurs dans les services publics, ce sont tous là des revendications d'égalité salariale, d'application du Code du travail, d'application de conventions collectives, d'égalité de rémunération, etc. Tout cela, ça a été le travail pendant 5 ans. C'est ce que nous appelons dans notre programme pour l'avenir l'égalité réelle, mais pour effectivement éviter que cette égalité se construise dans la rue. Il faut que pour les 5 prochaines années, il y ait un agenda clair pour la réalisation de cette égalité sociale, à la fois pour le Code du travail qu'il va falloir
mettre en place, maintenant qu'il est annoncé pour le 1er janvier 2018, comme on s'est battu, mais à la fois pour le Code de la sécurité sociale, qui est la deuxième bataille pendant la législature qu'il va falloir mener en parallèle avec le Code du travail. Alors on sait à quel point le gouvernement passé a été pointé du doigt. Vous faites partie du PS. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez? Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Vous avez une autre façon de voir votre candidature, notamment par rapport au programme que vous comptez proposer aux Mahorais? Vous savez, la départementalisation de Mayotte, c'est un processus long qui va au-delà des majorités tous les 5 ans. C'est un processus que nous devons construire avec la rupéisation. Nous devons nous rentrer dans le droit commun. Et il ne nous a pas échappé, notamment dans les sujets qui viennent ici, qu'il y a des questions de réforme du dit droit commun au niveau national, notamment du Code du travail. Alors, quel que soit le Code du travail qui sera au niveau national, quel que soit le Code de sécurité sociale qui sera au niveau national, et quels que soient les trains de réforme qui sont annoncés ici, je viens d'entendre votre sujet, mais on verra tout cela après les législatives. Il faut de toutes les manières, d'abord, nous, Mayotte, que nous rentrions dans ces sujets-là, dans le droit commun. C'est ça l'égalité. Que nous rentrions dans le droit commun et puis nous suivrons les évolutions qui seront impactées au niveau national et au niveau des autres départements d'outre-mer, comme tout le monde. Mais il y a une bataille d'égalité que l'on ne peut pas ignorer et qui s'exprime partout et qui est aujourd'hui, avec la sécurité, au cœur de notre programme. C'est pourquoi je comprends ces revendications, puisque pendant 5 ans, je me suis employé à nourrir le dialogue social avec ces organisations professionnelles, tant syndicales que patronales, pour à chaque fois avancer. Parce que c'est dans le dialogue que l'on pourra débloquer ces conflits et avancer. C'est pourquoi je lance ici devant vous un appel au dialogue social, à la COLAS comme ailleurs. Alors justement, par rapport à ces élections, on sait que beaucoup de partis ont été affaiblis, notamment les partis, 10 grands partis, PS notamment, LR. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à la majorité du président? Moi, je suis socialiste. J'ai l'investiture du Parti socialiste. Ma suppléante est un membre de En Marche. Nous présentons un duo, un ticket d'ouverture et de rassemblement. Et donc, par rapport à la future majorité présidentielle, quelle qu'elle soit, nous, notre volonté, c'est de nous inscrire dans cette majorité présidentielle pour défendre les intérêts de la population de Mayotte. Parce que, dans ce que vous venez de dire, un éclatement à la gauche du président de la République, un éclatement à la droite du président de la République, comment voulez-vous que ces éclatements d'un côté et de l'autre puissent constituer une majorité alternative de cohabitation face à l'actuel président de la République? C'est pourquoi j'ai toujours dit depuis le début de cette campagne, et je le répète ce soir, l'intérêt de la nation et l'intérêt de Mayotte, c'est qu'il y ait une majorité derrière le président de la République pour faire avancer le pays et faire avancer Mayotte. Ça ne veut pas dire s'aligner sur le président de la République. Alors, dernière intervention avant de nous quitter, un mot, un message à ceux qui nous regardent. Je dirais à ceux qui nous regardent que nous devons redoubler d'efforts et de solidarité pour construire notre territoire. Nous devons avoir un chemin clair, mais nous devons, dans le même temps que nous exigeons de l'État une stricte égalité de traitement des Mahorais dans tous les domaines, nous devons nous aussi localement assumer nos responsabilités. Il y a un certain nombre d'échecs localement qui sont des échecs purement locaux. Je pense à la construction du CFA, je pense à cette histoire du port de Longoni, je pense à l'échec du projet de la piste aéroportuaire qui a été enterré en 2002 à la fin du quinquennat de l'ancien gouvernement. Et donc d'un côté, exigence d'égalité vis-à-vis de la nation, de l'autre côté, exigence de responsabilité vis-à-vis des acteurs locaux. C'est sur ces deux pieds que nous pouvons avancer en ayant de toutes les manières et dans tous les cas le souci de la sécurité dans notre territoire. C'est pour cela que je demande cette confiance à nouveau à la population pour continuer ensemble ce travail et relever les défis qui sont devant nous.
Merci beaucoup Ibrahim Aboubakar. Je rappelle que vous êtes député sortant, candidat à votre réélection dans la Circo 2. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et du sport à présent, ce matin nous recevions sur ce même plateau le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Après le 15 de France, c'est au tour du plus haut dirigeant du rugby français de fouler le sol du 101e département. Au programme de cette visite de 48 heures, une série de rencontres afin de peaufiner le grand projet de développement du rugby local. En effet, Bernard Laporte et son équipe souhaitent faire de l'île aux Lagons un des futurs grands viviers pour l'équipe de France masculine et féminine. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La semaine dernière, Mayotte a accueilli une délégation composée de 10 joueurs qui participent actuellement à la tournée d'été de l'équipe de France de rugby. Durant 24 heures, les stars du ballon ovale ont pu rencontrer la population du 101e département. À l'origine de cette visite, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Un président qui est arrivé sur le territoire hier afin de constater par lui-même l'immense réservoir de jeunes talents que possède l'île aux Lagons. Il y a un potentiel incroyable. Si on rapporte ça dans les mêmes proportions à un territoire de métropole, on serait sur un département quasiment d'1 million de personnes. Donc il y a un vrai potentiel de jeunesse avec des masculin et féminin. Exactement, et des jeunes qui sont plutôt avec des qualités physiques, qui sont souvent dehors, etc. Donc on a vraiment une population très très intéressante pour le rugby. Un vivier très important qu'il convient de choyer. C'est tout le sens de la venue du président de la fédération qui compte créer dans un futur proche un pôle d'excellence rugby à Mayotte. La formation est le chantier numéro 1 que nous allons mettre en place avec la mise sur le territoire de 200 cadres techniques de clubs qui vont avoir pour mission de former justement les éducateurs qui eux-mêmes forment les enfants. Ce sera le cas aussi à Mayotte? Exactement la même chose. Il va y avoir un voire deux, c'est Didier qui décidera tout ça puisque c'est lui le responsable de tout ça, mais on va apporter des moyens humains, ça c'est une chose, et en parallèle monter une véritable stratégie de formation, aller dans les écoles primaires, dans les collèges pour initier et recruter, apporter justement dans nos clubs. Donc jusqu'à 18 ans, il faut qu'on leur apporte la formation idéale, comme en métropole. Et après à 18 ans, eh bien, les meilleurs partiront dans les pôles, dans les centres de formation des clubs pro, mais jusqu'à 18 ans, laissons-les chez eux. Voilà, pas de déperdition, je dirais. Il est toujours très très difficile de dire à des gens, vous quittez votre pays, vous allez à 10 000 km, etc. On le sait chez les jeunes, donc on veut le laisser là, mais par contre on veut leur amener la meilleure des formations. Pour ce faire, des rencontres ont déjà eu lieu avec le département, le vice-rectorat, mais également l'État. Des moyens matériels et humains sont attendus dans les prochains mois, avec notamment la création de plusieurs sections sportives, afin que les élèves du département puissent allier études et sport de haut niveau. Et on va essayer d'en avoir une dans le nord, une dans le centre et une dans le sud, et puis sur les collèges, et puis ensuite on va monter en puissance avec le lycée pour derrière pouvoir ouvrir ce pôle espoir, avec l'objectif pour nous, on espère pour les Jeux Olympiques en 2024, peut-être avoir un garçon ou une fille de Mayotte en équipe de France à 7. C'est ça l'objectif. Au regard des aptitudes sportives extraordinaires que possèdent des centaines de jeunes sur le département, cette ambition semble loin d'être irréalisable. Quant au long terme, nul doute que si les promesses sont tenues, le futur de l'équipe de France de rugby passera par la jeunesse de l'île aux Lagons. Et venons-en maintenant au reste de l'actualité de ce jeudi 8 juin avec la CAPEB qui prévoit une grande manifestation après le Ramadan ou encore la Solidaire 2017. Davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Et les mouvements sociaux continuent de pleuvoir sur le département. Dimanche dernier, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, CAPEB 976, s'est réunie à Iloni avec un ordre du jour chargé. Au programme, le recensement de tous les problèmes des artisans du bâtiment, l'évolution du code du travail ou encore la perspective d'une grève. Cette dernière semble d'actualité dès la fin du Ramadan, même si avant cela, les artisans ont décidé d'organiser des réunions aux 4 coins de l'île. Ce dimanche, la CAPEB sera au Carrefour à l'entrée de Mroalé. Les 3 dimanches suivants, les rencontres auront lieu respectivement à Dzoumogné, Chirongi puis Mamoudzou. La CAPEB souligne que la présence de tous les artisans du bâtiment est vivement souhaitée, avant une grande manifestation prévue au mois de juillet prochain. Mercredi, une intersyndicale composée des syndicats enseignants du premier et du second degré, mais également d'inspecteurs de l'éducation nationale, était en grève devant les portes du vice-rectorat. Depuis, les réactions se multiplient, notamment du côté du syndicat UNSA Éducation Mayotte.
À travers un communiqué, il vient, je cite, de condamner fermement le fond et la forme du communiqué d'une intersyndicale constituée de quelques inspecteurs du SIEN et de la FSU et qui laisse sous-entendre que rien n'a été fait dans le département de Mayotte au bénéfice des élèves. L'UNSA Éducation ne nie en rien les difficultés du département, mais ne tolère pas que l'engagement des fonctionnaires de l'éducation nationale soit remis en cause par des allégations ayant pour seul objectif de déstabiliser un système éducatif en constante évolution. L'ensemble des cadres d'UNSA Éducation s'oppose formellement à ces manœuvres politisées et manipulatrices qui ne font que freiner l'éducation des enfants. Force vive de Mayotte. Le 23 juin prochain, le détachement de la Légion étrangère de Mayotte sera à l'initiative de la 2e édition de sa randonnée cycliste caritative La Solidaire. Cet événement permet de récolter des fonds au profit de l'Institution des Invalides de la Légion étrangère. Créée en 1953, elle offre un hébergement, un cadre social et un suivi paramédical pour les blessés, les invalides ou encore les anciens qui ont donné leur vie à la Légion. Les dons minimums sont fixés au tarif d'inscription individuelle à la course, soit 10 €. Au programme de l'événement, une randonnée cycliste qui alliera sport et engagement financier. Les participants prendront le départ de Mamoudzou à vélo et 2 itinéraires différents seront possibles à travers un parcours de 15 km par Vaïbé ou de 32 km par Longoni. A noter que les inscriptions se font via le site web du DLEM, sur lequel se trouve également le règlement, les formulaires et tous les détails de cette solidaire 2017. Et on termine à présent avec la journée mondiale de l'océan qui était célébrée aujourd'hui. Objectif, rappeler l'importance des océans dans notre vie quotidienne, informer le public sur l'impact des actions humaines sur l'océan, mais également célébrer leur richesse et leur beauté. À cette occasion, nous avons choisi de faire un focus sur un projet de gestion durable de ces espaces, l'aire marine éducative, pédagogique et éco-citoyen. Ce projet consiste à permettre à des élèves d'école primaire de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. Et parmi les 8 classes choisies pour mener ce projet pilote au national et en outre-mer, la classe de CM1 de l'école de Pamandi. De nombreux partenaires leur ont apporté leur soutien. Davantage de précision dans ce focus signé Adèle Laurent. Au commencement, il y eut l'océan. Les premières formes de vie sont en effet apparues dans la mer 3,8 millions d'années avant notre ère. Actuellement, le milieu marin recouvre près de 71% de la surface de la Terre et joue un rôle majeur dans le fonctionnement de notre planète. Producteur de 50% de l'oxygène terrestre, capteur de dioxyde de carbone, régulateur de climat, source de richesse indispensable pour l'homme, le milieu marin est au cœur de notre existence. Et pourtant, sans cesse malmené. Pollution, surpêche, acidification, réchauffement climatique, les océans et leurs habitants sont autant de ressources à préserver pour assurer l'avenir de l'humanité. C'est très important, d'autant plus qu'en ce moment, à l'échelle mondiale, on voit qu'on perd énormément de biodiversité. La biodiversité, du coup, c'est l'ensemble de tout ce qui est être vivant dans le monde. Et même certains grands scientifiques pensent à une 6e extinction des espèces très prochainement. Donc ce qui fait que c'est d'autant plus important à Mayotte, sachant que l'océan comme le lagon font partie intégrante de la vie des Mahorais de Mayotte, et il est très important de préserver justement cette ressource, et notamment pour les générations futures. Et justement, aujourd'hui a été célébrée la journée mondiale de l'océan autour d'un thème, nos océans, notre avenir. Et qui incarne mieux le futur que la jeunesse? Il est en effet primordial de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. C'est pourquoi le projet pilote national d'aire marine éducative, auquel participent 8 écoles en France hexagonale et outre-mer, dont Mayotte, a été mis en place. Il permet à des élèves d'école primaire de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. Et sur l'île aux parfums, ce sont les élèves de la classe de CM1 de l'école de Pamandzi 2 qui, pendant un an minimum, seront amenés à gérer Petit Moya avec l'aide notamment des naturalistes de Mayotte. Ces derniers nous en disent plus.
Ça passe par une démarche en fait scientifique, c'est-à-dire qu'à l'origine, les enfants auront été sur le site, auront fait ce qu'on appelle un état des lieux, un diagnostic de l'aire marine éducative pour voir un petit peu les points faibles et les points forts de ce site. Points faibles, ça va être par exemple les déchets qu'on peut retrouver sur le site, par exemple, la destruction d'habitat, ou alors en point positif, ça peut être justement qu'on a un site de ponte à cet endroit-là. Là, on n'est que sur une année pour l'instant, donc c'était à titre expérimental. Par la suite, la démarche continue. Il y a d'ailleurs un appel à participation pour les écoles qui le souhaitent sur le site de l'AFB. Donc il est possible pour les écoles d'intégrer cette démarche. Sensibiliser les plus jeunes, mais aussi mobiliser les efforts pour préserver l'océan et ses habitants. Car comme le disait Charles Baudelaire dans un de ses poèmes phares, « Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. » Il appartient donc à chacun d'entre nous de savoir ce qu'il veut voir dans son reflet. Et à noter que l'urgence de préserver l'océan est de plus en plus criante. Des chercheurs viennent en effet d'annoncer que la grande barrière de corail est entrée dans sa phase terminale, vivant ainsi ses dernières heures. Conséquence, les futures générations n'auront probablement aucune chance de connaître le seul écosystème vivant visible depuis l'espace. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition rediffusée sur WAM5 est également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h en plateau Mansour Kamardine, à 7h30 Ibrahim Aboubakar, tous deux candidats pour les législatives dans la circonscription du Sud. Les législatives dont le premier tour est prévu ce dimanche 11 juin, et les 4 candidats qui seront qualifiés à cette issue seront reçus durant les matinales de la semaine prochaine. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.